Donc l'idée de ce réseau, en fait, le constat initial, donc un rapide, les questions qui se posaient, donc c'est un réseau qui a été mis en place en 2009, c'était sur, on essayait de répondre aux deux questions que se posaient les sylviculteurs à l'époque. C'était que faire des peuplements existants et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai récolté, considérant qu'il y a du changement climatique. Alors la première partie, le changement que faire des peuplements existants, je ne vais pas la développer aujourd'hui. C'est un réseau de sites de démonstration où on testait des sylvicultures comme d'habitude et des sylvicultures adaptatives. Et je vais parler que de la partie arboretum qui sert à répondre aux questions suivantes. Quelles essences se développeront le mieux sur le climat futur? Quelles essences seront les plus vulnérables? Quelles essences provenance sélectionnées? Alors, l'une des solutions qu'on avait envisagées dans un premier temps, c'était d'utiliser ce qui existe en fait. Sauf que chaque dispositif a déjà ses problèmes. Les enveloppes climatiques, par exemple, supposent que les espèces sont présentes partout où climatiquement elles peuvent être capables de se développer. Or, pour plein de raisons, ce n'est pas le cas. Ça peut être la reconstitution post-glaciaire, ça peut être le fait que l'homme les a empêchés, enfin, il y a plein de raisons. Les chambres climatiques, c'est bien, sauf qu'on ne fait que des séries de climats très limitées, donc, et pas forcément qui correspondent à une réalité climatique qu'on va rencontrer. Les tests anciens de provenance, alors ça, on s'est dit que c'était le plus utile, puisque finalement, on a plein de provenances dans plein d'endroits, mais en fait, la logique de cette époque-là, c'était de voir quelle provenance allait le mieux dans le climat optimum. Et on était rarement tiré sur l'extérieur. On trouvait rarement des tests très en dehors de leur zone climatique. L'écophysiologie sur site, c'est difficile d'instrumenter un grand nombre de sites. Et donc du coup, on avait dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un réseau d'arboretum dédié à la question de l'adaptation au changement climatique. Alors comment il est ce réseau? Si on regarde la diapo suivante, on peut voir 41 sites de démonstration et 38 arboretums. Donc on a 38 arboretums, c'est les petits ronds. Le rond le plus en haut, c'est sur l'île de Mull en Écosse. Et le rond le plus en bas, là, c'est à Lisbonne. Et en fait, on en a aussi aux Açores. Si on regarde la diapo suivante, on va voir qu'en fait, sur ces arboretums, on a disposé des provenances qui venaient d'un peu partout sur la planète. On a eu un peu de mal à trouver des provenances chinoises. Mais en gros, on est allé chercher partout dans les zones où on avait des provenances qui avaient un intérêt commercial, dans les zones tempérées. Et on les a exposées. Donc voilà la liste des provenances qu'on a, enfin des espèces qu'on a étudiées. Pour être un petit peu rapide, en vert, c'est les endémiques, en violet, c'est les exotiques. Il y a à peu près autant de feuillus que de résineux. Je vous donnerai ça, ceux qui veulent la liste exhaustive. Sur la diapo suivante, donc on voit à quoi on a exposé ces espèces. Donc en fait, dans notre gradient climatique, en gros, on a des précipitations qui vont de 500 mm à 2000 mm. Et on a des températures moyennes qui vont de 9 à 17 degrés. En vrai, ça, c'est des données historiques. Ce qu'on a relevé sur les stations météo, c'est qu'on était déjà bien décalé vers la droite. C'est-à-dire qu'on les a plutôt exposés à des températures entre 11 et 18 qu'à des températures entre 9 et 17. Si on va sur la diapo suivante, on doit pouvoir avoir un aperçu de ce que c'est un arboretum de base. Donc c'est 2 hectares, c'est 2000 arbres. Donc c'est ce que vous verrez demain. Une distribution commune sur tous les sites avec un minimum de 1400 arbres qui sont exactement toujours les mêmes. Puisque pour chaque espèce, on a 3 provenances qui sont obligatoires. Et les autres provenances étaient optionnelles. On a en plus de ça des blocs répétés 3 fois qui nous permettent d'évaluer l'hétérogénéité des sites. On a des sites qui sont représentatifs des conditions météo et pédologiques forestières. Ne pas aller se mettre sur des choses trop extraordinaires. Et l'idée, c'est de suivre ça sur 15 ans, et on en est à 12, 13, je ne sais plus. Certains sites sont équipés de stations météo, ce qui nous a permis notamment de vérifier que les données de météo régionales correspondaient à celles qu'on observait sur site. Sur la diapo suivante, on voit à quoi ressemble un arboretum standard. En fait, c'est des systèmes qu'on dit nestés, en fait, où on regroupe à peu près tout ce qui pousse à peu près à la même vitesse pour limiter les effets de bordure. Sur la diapo suivante, ensuite, on a un aperçu visuellement de ce à quoi ça ressemble. Et sur la diapo suivante, donc ça, c'est les 120 000 arbres qu'on a plantés entre 2011 et 2013 sur tous ces sites. Donc il y a eu beaucoup de logistique, puisque c'est la même pépinière qui les a produits pour éviter l'effet pépinière. Et c'est nous qui avons acheté les graines pour s'assurer de l'origine des graines. Premier résultat, donc qu'est-ce qu'on peut obtenir? Alors là, je suis désolé, je vais vous présenter des choses assez anciennes que j'aurais déjà présentées par-ci, par-là. C'est les résultats à 4 ans, puisqu'en fait, on est en train de faire le bilan à 10 ans actuellement. Et on a beaucoup
de travail, de contrôle de qualité, puis de faire remonter ça par les 10 partenaires qui gèrent les arboretums. Mais c'est pour vous donner un peu le type de résultat qu'on souhaite obtenir dans le bilan à 10 ans. Le bilan à 4 ans étant finalement moins intéressant que celui à 10 ans, puisque on n'a pas eu tout le cheminement climatique qui s'est passé au cours des dernières années. Donc voilà, en fait, au lieu de représenter les taux de survie par arboretum, on les représente selon le gradient climatique. Donc là, par exemple, on peut le représenter en fonction de la température. Et on voit qu'il y a des espèces qui décrochent. Donc par exemple, le Pinus elioti, le Sequoia sempervirens, le Tilia plicata, on les voit chuter, ce qui nous permet d'identifier le seuil de nombre de degrés d'Ay où ces espèces vont commencer à réagir au changement climatique. Donc c'est très utile dans la perspective d'une projection, puisque vous pouvez vous dire, ben là actuellement je suis ici, donc je pourrais garder ma production jusqu'ici, mais si vous partez de cet endroit-là, vous savez qu'avec ces espèces-là, vous aurez des problèmes de survie quand vous serez à ce niveau-là. À l'inverse, on voit des espèces comme le cèdre du Liban qui, eux, ne sont pas trop sensibles. Si on regarde la diapo suivante, on doit avoir la même chose avec les feuillus. Donc là, c'est pareil, le plus sec est ici. Donc évidemment, on voit la mortalité augmenter avec le feuillu, mais on voit qu'on a des patterns beaucoup plus homogènes. On n'a pas des effets de seuil aussi marqués que ce qu'on a vu avec les résineux. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire? On s'est amusé à projeter les climats futurs. Et donc, plus la barre est haute, plus le risque est important. Donc, pour chacune des espèces, on est capable de dire quel va être le risque d'utiliser cette espèce en moyenne en fonction du scénario climatique sur lequel on se pose. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est sur la survie des conifères. Et l'autre, c'est pour la survie des feuillus, le suivant. Voilà. Donc là, on voit que quand c'est négatif, on voit que finalement, il y a peu de prise de risque avec certaines de ces espèces. Ensuite, on a la même chose sur la croissance. Donc en fait, si on regarde, on peut faire les mêmes courbes de croissance. Donc là, en fait, pareil, on a la croissance en hauteur en centimètres. Et donc on voit que la majorité des espèces ont une croissance qui diminue quand la sécheresse augmente, sauf qu'on a des patterns très différents. On en a qui partent de haut et qui vont très bas. Et à l'inverse, on en a qui ont des patterns qui restent assez plats. Donc le Pinus, c'est le Pinus nigra par exemple. Et puis on en a qui sont très 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 plats, c'est-à-dire qui poussent jamais très vite, mais tout le temps constant. Si on regarde sur la partie feuillue, là on a des choses plus contrastées. Alors ça c'est le Ceratonia silica, c'est une espèce assez spéciale. Mais par exemple le bouleau, on voit qui démarrait très très fort, c'est une espèce pionnière, donc qui à 4 ans avait déjà des hauteurs très fortes. Avec la sécheresse, arrive à tomber très bas. Donc du coup, ce qui est intéressant après, c'est d'aller voir ici où se positionnent les espèces et pas seulement de regarder de ce côté-là. Pareil, on peut s'amuser à faire ça avec des projections climatiques. Donc on voit qu'avec les eucalyptus, on ne prend pas trop de risques si ça se réchauffe. Par contre, avec les autres feuillus, on prend plus de risques. Voilà, et là c'est pareil, c'est pour les conifères, donc c'est par rapport à la croissance. On voit qu'on risque d'avoir de gros impacts sur la croissance, y compris sur des espèces qui vont bien résister en survie, comme le pin maritime ou le pin theda. Donc ensuite, la conclusion, c'est quoi? C'est que l'espèce en fait explique beaucoup de ce qu'on observe. Quand on regarde dans les statistiques, l'effet espèce est plus fort que l'effet provenance, pour expliquer un petit peu les réactions aux températures, précipitations, sécheresse annuelle. Et les sommes de degrés jour. La survie des jeunes feuillus est moins sensible à l'évolution du climat que celle des jeunes résineux. Sur ce qu'on a vu là, en fait, on avait moins de casses. Tous les genres voient leur cassance affectée. Alors les eucalyptus jouent dans une catégorie à part. On a fait des statistiques pour les eucalyptus à part. Parce que et la question, c'est l'effet provenance. Alors on n'a pas trop étudié ça. Je vais juste vous donner très rapidement, parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Je suis bon. Un aperçu de ce qu'on peut tirer sur les provenances. Super. Avec le cas du Douglas. Donc en fait, dans le Douglas, vous voyez, on a des aires de distribution avec des altitudes et des températures très variées, puisqu'on va de supérieur à 21 à inférieur à 0. Et donc là où il y a des points, c'est là où on a les provenances qui sont dans les réseaux Rinforce. Et donc notamment, on a le CNPF qui avait été très très motivé pour tester un maximum de provenance Douglas. Donc ce qui est intéressant du coup, alors je ne vous demande pas de retenir, mais il y a les Washington, jusqu'à l'Arizona en bas. Donc après, si on va à la suivante, on voit qu'on a la même chose sur l'aspect
précipitations, c'est-à-dire qu'on en a qui sont en zone très humide et puis on en a qui sont en zone quand même beaucoup plus sèche, hein, puisqu'on tombe en dessous de 500 mm par endroit, entre 500 et 700. Et donc après, si on continue, voilà. Mais là, en fait, on voit qu'on a des vrais effets sur la croissance, en fait. C'est-à-dire que selon les provenances qu'on utilise, on a une réaction sur le gradient climatique qui varie. Et on a des provenances qui sont bien plus efficaces. Alors j'ai détaillé un petit peu plus loin. Ce n'est pas forcément très lisible, mais c'était un petit peu pour illustrer les différentes provenances. Donc là, on a les taux de survie. Vous voyez qu'en général, on a eu des très bons taux de survie, à près de 80%. Ici, c'est les arboretums anglais, en fait. Là, vous voyez, c'est numéroté de 1 jusqu'à 37. Donc là, on est au nord de la distribution. Et en bas, là-bas, on est complètement au sud. Donc ça vous donne un petit peu une idée de comment lire ces graphiques. Donc on avait des bons taux de survie. Si on va à la suivante, on doit voir que en fait, ces taux de survie varient assez peu, finalement, selon les provenances. Du coup, ça nous a permis d'avoir des informations assez fiables sur les croissances. Là, on a les hauteurs. Donc, à gauche, c'est les 3 sites anglais. Donc, en général, c'est les plus humides et c'est là où on a les meilleures hauteurs. Mais vous voyez que là, pour la provenance de Californie, par exemple, on est autour de 10 cm par an. Juste pour vous ayez ça en tête. Bon, là-bas, on est un peu plus, 10, 15. Là, on est à 15. Si on va sur les suivants, là, même chose. On est sur des croissements de l'ordre de 10 cm avec toujours les Anglais qui vont beaucoup plus vite. Et si on va sur les suivants, Washington encore, la 10, là on commence à avoir des Washington qui sont bien au-dessus, plutôt à 20. Et si on va encore après, Luz, notre star française, qui sur tous les réseaux est bien au-dessus en fait, puisqu'on a des endroits où il y a plus de 30, à 35 à 40. Donc sur les premiers stades de végétation, on voit qu'on a un vrai avantage à cette provenance. Et après, vous voyez qu'on ne perd pas trop sur le gradient. Ça veut dire que dans les stades jeunes, cette espèce a plutôt bien performé sur tout le gradient climatique. Donc voilà, si on continue, on peut passer. Ouais, c'est bon. Donc voilà, les provenances Douglas, Oregon, Washington et Luzette semblent les plus prometteuses. Cette information a déjà été utilisée par Jean-Charles Bastien dans le programme d'Amélio et tout. Mais juste pour vous dire à quoi peuvent servir les arboretums. Luzette a démontré un fort intérêt. Mais il faut qu'on fasse une mise à jour pour vérifier ça. Si on va sur la suite, donc, une autre manière d'utiliser les arboretums, c'est pas seulement de regarder la mortalité et la croissance, mais essayer de voir si on voit apparaître des problèmes sanitaires, un petit peu ce qui a été expliqué avant avec les systèmes de défoliation et de décoloration. Et donc juste pour information, on a fait ce travail en 2019 et en 2021. Et on a un petit effet climatique. Donc si on regarde la diapo suivante, on doit avoir, voilà, par exemple l'état sanitaire des houppiers du cèdre ou l'état sanitaire des houppiers de chêne rouge qui ont des drivers climatiques assez nets. Après, on a un problème, c'est que contrairement au travail fait par le DSF où les équipes sont extrêmement bien calibrées, on a essayé de bien calibrer nos équipes, mais ça, on a un effet notateur qui reste assez fort. Et enfin, si je dois approcher de la fin de ma présentation, la diapo suivante. La conclusion, c'est que voilà, on a des résultats partiels sur les dégâts de houppiers, qu'on peut avoir des infos sur les agents qui attaquent plus selon le climat, que des espèces comme le thuya, le séquoia sont intéressants, et puis qu'on a des choses donc, qui sont expliquées, l'état sanitaire qui est expliqué sur certaines des espèces, Larix, Brucea, Sempervirens, Spinea. Donc on a des choses à creuser par là. Du coup, pour finir, puisque c'était un peu le thème du jour, les défis de maintenance de telles infrastructures. Alors, ils sont plusieurs. Sur la diapo suivante, je les liste rapidement. La mise en place, donc ça, c'est facile finalement, parce qu'on trouve des sous. On avait 4 millions, on avait 3 ans. Après, là, c'est la suite qui est plus compliquée. On a des partenaires qui disparaissent, on a des incendies, on a des inondations, on a des chevaux, on a des tas de choses. Et tout simplement les entretiens. Au début, les partenaires sont très motivés sur des entretiens de 2-3 ans, mais pour certaines espèces, il faut faire des entretiens plus longtemps. Des mesures. Alors là, je tiens à remercier tous les partenaires, et en particulier ceux qui sont dans la salle, hein, INRA, CNPF, qui ont joué le jeu de repasser tous les 2 ans conformément au protocole.
Regrouper les données sur les serveurs. Là, c'est pareil. En fait, pour être sûr tout le monde a son système de gestion des données, de gestion des informations. Et donc, on a un protocole commun et il y a de gros efforts pour les remettre à jour, pour que tout le monde remonte ça à jour. Donc là, on est actuellement dans cette tâche pour le travail de synthèse à 10 ans. Et donc après, le financement, parce qu'en fait, quand on a fait tout ça, souvent, on n'a plus ces sous pour finir les analyses, puisqu'on a déjà consommé toute notre ressource humaine juste sur l'aspect collecte et contrôle qualité. Je tiens à remercier les partenaires qui sont là. Et puis, j'ai un scoop à vous annoncer, c'est qu'on a soumis un Rinforce 2 à Interreg et que j'ai appris ce matin. Que Rinforce 2 est accepté, donc on repart pour 15 ans et puis il faut qu'on retrouve les cofinancements et qu'on reparte. Ça sera un peu différent puisqu'on a l'expérience du Rinforce 1, mais la philosophie sera la même. Merci.